à tous, rebonjour, bienvenue encore pour ce panel 5 qui va porter sur l'entrepreneuriat vert comme moteur de solution. Nous avons comme intervenant Monsieur Nicolas Sagna, qui est entrepreneur de la start-up Charbon Bio, et Monsieur Malik Sow, qui est spécialiste en agroécologie. Nicolas, Malik. Bonjour Marie. Alors, je vais laisser à chacun de se présenter. Marie, bonjour encore une fois, et puis bonjour également aux Internet qui nous suivent. Et puis merci aussi de nous avoir donné l'opportunité de participer à ce panel. Et voilà, c'est Malik Sow, comme vous dites, et je suis spécialisé sur les problématiques de l'agroécologie, mais technicien supérieur en horticulture option maraîchage de base. Alors là, je suis très heureux aujourd'hui de participer à ce forum, à ce panel sur l'entrepreneuriat vert, et d'essayer de justement discuter en quoi est-ce constitue un moteur de solution pour l'entrepreneuriat pour la jeunesse de notre continent. Je vous remercie. Allô. Merci Malik pour cette brève présentation. Nicolas, pouvez-vous vous présenter? Ok, merci Ndaï pour cette invitation pour participer à la thématique de la crise climatique. Donc, pour cette thématique de la communauté. Je rigole pas, faut absolument que tu me récupères. J'ai le droit d'utiliser ça? Hello Nicolas, vous nous entendez? Oui, allô? Oui. Voilà, merci pour l'invitation. Donc, par rapport à la thématique de ce jour, l'entrepreneuriat comme moteur de solution face au changement climatique. Donc, moi, c'est François-Nicolas Sagna. Je suis ingénieur en sciences agronomiques, spécialité eau et forêt, donc ressortissant de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale, ISFAR, ex-École nationale des cadres ruraux. Donc, je suis également chargé de la communication du projet Charbon Bio, que j'ai mis en place avec mes camarades de promo, donc avec comme objectif d'essayer de réduire la déforestation et les effets du changement climatique. Je suis ravi de faire partie de ce panel. Merci Nicolas pour cette présentation. Alors, pouvez-vous nous dire quel est l'objectif de votre initiative Charbon Bio? Donc, cette initiative Charbon Bio avait émané donc, quand on était à l'école, c'est-à-dire à l'école de Bombay. Donc, chaque soir, lorsqu'on partait un peu en brousse, c'est-à-dire là-bas qu'on révisait nos leçons, donc on voyait des femmes des villages environnants qui venaient chercher de la bouse de vache, c'est-à-dire les excréments des vaches qui se trouvaient au niveau du centre d'application pratique. Donc, elles l'utilisaient pour pouvoir la cuisson quotidienne. Donc, elles faisaient cette tâche chaque 5 jours. Et c'est après que je me suis concerté avec quelques amis de promo pour leur expliquer cette problématique. Donc, nous nous sommes penchés sur la question. C'est alors que nous avons à faire des recherches à travers la bibliothèque, à travers le net. Et on a eu quelques problèmes relatifs à la déforestation et nous avons constaté qu'au Sénégal, que les forêts par le bois de fauche et le charbon de bois. Donc là, on parle de 4 millions de mètres de bois qui sont coupés chaque année. Donc, faisant l'équivalent de 157 terrains de foot selon les normes de la FIFA. Donc, c'était 157 terrains de foot qui étaient coupés par jour. Donc, et aussi, le bois, on avait constaté que le bois était devenu une ressource rare et un bien précieux pour la subsistance personnelle des ménages ruraux au Sénégal. Et aujourd'hui également, les enfants qui m'ont parcouru de l'an quotidien pour aller chercher du bois, souvent dans des zones souvent hostiles, donc pour leur service. Donc, comme solution... Excusez-moi, Nicolas, si vous avez une source de son derrière, une télé ou...
C'est pas un moi, c'est pas moi. appareil. Est-ce que vous pouvez couper? Sinon, à défaut, si quelqu'un a son micro ouvert, est-ce que vous pouvez couper vos micros juste pour qu'on puisse entendre les interventions? Merci. Donc, je continue bien. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Pour résoudre cette double problématique environnementale, c'est-à-dire la déforestation et sociétale, c'est-à-dire le problème d'éducation des filles, c'est-à-dire elles étaient souvent sollicitées au quotidien pour accompagner leur maman pour aller couper du bois, chercher du bois de chauffe. Donc, pour résoudre cette double problématique, on a décidé de mettre en place cette idée de projet Charbon Bio Solution. Donc, néanmoins, même s'il existe d'autres projets, mais nous nous sommes beaucoup plus penchés sur la difficulté d'accès au bois de chauffe pour les femmes. Et nous avons mis en place ce projet donc, qui constitue la production et la commercialisation du charbon biologique comme substitution au charbon de bois et au bois de chauffe. C'est un charbon 100% écologique, ça dégage moins de fumée. Donc, par rapport au charbon de bois, ça dure plus. Par rapport à l'efficacité énergétique, c'est beaucoup plus rentable. Et tout ceci, c'est pour juste réduire, en tant que forestier et protecteur de l'environnement, nous avons jugé bon d'aller à fond avec ce projet, aider les femmes du monde rural, donc pour qu'elles puissent avoir des revenus relativement stables. Donc, je vous remercie. Merci Nicolas pour cette explication. Alors Malik, en se basant sur l'activité même de Nicolas, qu'est-ce qu'on peut appeler entrepreneuriat vert? Ben justement, parce que Nicolas vient de nous résumer, dès lors qu'il est entré dans cette dynamique, il était déjà dans la logique de l'entrepreneuriat vert. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat vert, c'est à la fois carrément le contraire de l'économie brune, qui juste cherche à produire. Mais lui, comme vous entendez, il parle de la production, mais en cherchant à la base à solutionner des problèmes environnementaux. Vous voyez un peu. Donc, dès lors qu'on cherche à l'économie et qu'on cherche en même temps à trouver des solutions par rapport aux problématiques déjà du bois, par rapport à la problématique des ressources, de la pression de la ressource sur l'environnement, dès lors qu'il est entré dans cette logique, on pourra dire que nous sommes tout droit dans un concept de l'entrepreneuriat vert. Bon, alors, du coup, je dirais que cette forme d'entrepreneuriat est vraiment compatible avec les priorités de notre Afrique. Par exemple, nous avons deux problèmes actuellement. Nous avons un problème qui est lié au chômage et nous avons également un autre problème qui est lié justement aux problèmes environnementaux. Donc, comme solution, l'entrepreneuriat vert, c'est des activités économiques, des technologies, des produits, des services qui limitent les émissions à effet de serre, mais aussi qui réduisent l'empreinte écologique et minimisent également la pollution, mais également économisent les ressources. Donc, vous voyez un peu donc, de ce que vient de nous dire Nicolas. Il nous a traduit plein de choses qui un peu relatent un peu ce que je viens de dire comme solution. Merci Malik. Alors Nicolas, quels sont les obstacles de l'entrepreneuriat vert aujourd'hui? Donc, les obstacles de l'entrepreneuriat vert reposent sur, par exemple, le manque de confiance des jeunes et aussi la non-concrétisation des projets parce que, comme je l'avais dit tantôt dans le panel qui avait lieu à 11h55, donc ici au Sénégal, il manque par exemple des incubateurs, des incubateurs créer des Fab Labs. Donc, ce sont des laboratoires ouverts à tout public qui a une idée par rapport à tout ce qui est l'écologie, l'agroécologie, l'agriculture durable, donc tout ce qui rentre dans le développement durable. Donc, c'est ce qui pose problème. Il y a aussi le manque de financement. Et aujourd'hui, nous voyons que les jeunes attendent à chaque fois qu'ils aient assez de fonds pour pouvoir démarrer. Or, c'est pas ça. Donc, l'entrepreneuriat, en quelque sorte, c'est avoir le goût du risque. Donc, ces jeunes doivent aller même avec les moyens du bord. Et aussi, bon, il y a beaucoup de choses tellement vastes. Donc, par la suite, que nous pourrons développer. Et aussi, il y a une faible implication des entreprises privées, alors que les entreprises privées, c'est-à-dire industrielles, donc, parce que c'est eux qui polluent plus. Donc, pour marquer leur empreinte carbone ou bien leur empreinte écologique, ou diminuer leur empreinte écologique, donc il faudrait qu'ils investissent plus sur ce qu'on appelle
la reforestation, les régénérations naturelles artificielles. Donc, pour qu'ils puissent participer aussi à la lutte contre les effets du changement climatique, la perte de la biodiversité, donc, qui est un phénomène vraiment récurrent, où on voit donc, que le monde, bon, on voit partout des effets du changement climatique, un peu partout dans le monde. Donc, voilà les obstacles un peu. Les jeunes ne s'affirment pas, donc ils sont un peu bloqués en eux. Donc, il est vraiment nécessaire de faire des appels à projets, essayer de voir les entrepreneurs qui proposent des solutions durables, des solutions éco-responsables, donc qui vraiment participeraient à l'action climatique. Donc, faire, comment dirais-je, donc trouver des solutions, des innovations, des technologies pour faire face à la résilience climatique. Donc, c'était juste ça. Merci Nicolas. Malik, dans le sens de la mobilisation de la jeunesse, quelle stratégie mettre en place pour intéresser les jeunes à l'entrepreneuriat vert? Malik? Allô, Marie, je suis là, oui. Oui. Alors, je disais... Oui, que Nicolas a tantôt relaté quelque chose de très, très important en lien avec justement l'information. Parce qu'apparemment, oui, les jeunes n'ont certainement pas l'information qu'il faut, comme quoi que l'économie verte, l'entrepreneuriat vert est vraiment une opportunité, une très belle opportunité pour eux. Mais malheureusement, ils n'ont pas l'information, mais également, ils n'utilisent pas encore leur capacité justement à développer leur innovation. Parce qu'en réalité, l'entrepreneuriat vert répond à des problèmes environnementaux, mais aussi sociaux. Bon, vraiment, d'une manière incontournable. Je pense que s'ils sont conscients que justement c'est une opportunité, mais aussi qu'ils fassent l'inventaire de l'ensemble des problèmes sur lesquels ils pourront intervenir. Ben, je veux parler par exemple de tout ce qu'il y a comme, qu'est-ce qu'ils peuvent par exemple proposer comme activité économique qui soit réellement liée à l'économie verte, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer comme technologie qui soit toujours liée à ça, quels sont les produits, quels sont les services réellement qui peuvent limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi quels sont ces services qui réduisent également l'empreinte écologique, également qui minimisent la pollution, mais tout en économisant également les ressources. Ben, déjà, partir sur ça, faire l'inventaire et à partir de là maintenant, proposer des projets concrets. Mais Nicolas l'a tantôt dit, il va falloir également que ça soit également une priorité qui soit partagée avec les décideurs. Par exemple, les jeunes peuvent bien vouloir faire des actions liées à l'entrepreneuriat vert, mais il faut également que les décideurs aussi aillent dans ce sens. Je m'explique par exemple. Imaginez par exemple que les jeunes puissent localiser un endroit qui est un dépôt d'ordures, donc forcément qui est potentiellement émetteur de gaz à effet de serre. Alors, imaginez par exemple que les jeunes disent que bon voilà, nous voulons intervenir sur ce dépotoir. Mais si la commune ne partage pas l'avis des jeunes, ce projet n'aura jamais lieu. Idem également, par exemple, si les jeunes disent, bon voilà, nous voulons récupérer par exemple tel jardin public, parce que nous voulons, si vous voulez, alors utiliser ce jardin public pour faire des actions, non pas pour faire des fleurs, mais pour recenser l'ensemble peut-être des espèces aromatiques ou bien comestibles, en tout cas qui soignent, qui pourraient en tout cas être bénéfiques pour la population. Mais parallèlement, nous allons émettre également une autre idée de communication et de sensibilisation sur l'effet justement de ces produits sur la population, sur la communauté. Du coup, les gens vont venir pour chercher justement ces produits. Mais parallèlement, ils vont installer là-bas une kiosque, mais ce kiosque-là va marcher exclusivement avec du solaire. Mais pareil également, ils vont chercher à vendre à l'intérieur de ce kiosque des produits uniquement également d'un produit de transformateurs qui sont peut-être à côté. Voilà. Donc, il y a plein de projets qui peuvent se faire, mais il va falloir également que les décideurs vraiment puissent en tout cas converger avec leur volonté, mais également qu'il y ait source de financement justement pour cela. Donc, en quelque sorte, ben, c'est quelque chose qu'il faut encore mieux communiquer, mieux encore vulgariser, de sorte que les décideurs et aussi les structures de financement
puisse aller justement dans le sens pour que justement que ça puisse être une solution. Parce qu'elle est une solution. Mais pour que cette solution-là puisse être effective, il va falloir que justement que ce problème, ce système circulaire-là puisse fonctionner. Je vous remercie en attendant encore une autre question. Merci Malik. Alors aujourd'hui, Nicolas, est-ce que les structures sont prêtes à accompagner les entrepreneurs avec des solutions tournées vers l'environnement? Nicolas? Allô? Allô, oui, nous vous entendons. Alors aujourd'hui, est-ce que les structures sont prêtes à accompagner les entrepreneurs avec des solutions environnementales ou en connexion avec l'environnement? Voilà, donc, par rapport à ça, au fait, donc les entreprises toutes les entreprises, selon moi, par exemple, dans le secteur privé, devraient vraiment participer à cela. Mais le problème en est que donc, il manque un peu la communication, c'est-à-dire l'information. Donc, ce sont des gens qui doivent être... donc, on doit aller vers eux, leur expliquer un peu l'impact des changements climatiques. Donc, selon moi, la sensibilisation doit venir d'abord pour que ces derniers puissent avoir une idée, donc qu'ils puissent faire une rétrospection par rapport à leur production, donc les productions qu'ils ont l'habitude de faire. Par exemple, si c'est les industries, ils polluent plus. Si vous allez à Kayar avec la CSS, la CSS, si je peux m'exprimer ainsi, donc il y a un peu, comment dirais-je, c'est donc un impact sur la population locale, sur leur état de santé. Donc, du coup, la sensibilisation, songer à prendre pour pouvoir bénéficier d'un financement de ces entreprises ou structures qui aimeraient œuvrer dans le développement durable, le changement climatique, etc. Merci Nicolas. Je rappelle que nous sommes au niveau du panel 5 où nous parlons de l'entrepreneuriat vert comme moteur de solution. Si vous avez des questions et des interrogations ou que vous voulez apporter une contribution, n'hésitez pas à lever la main ou à poser votre question dans la barre de conversation du groupe Zoom. Malik, aujourd'hui, l'entrepreneuriat vert est-il un réel moteur de solution face au changement climatique? Mais oui, Marie, parce que simplement, comparé à l'économie brune, qui quitte simplement l'exploitation des ressources, simplement à la croissance économique, l'économie verte dont dépend l'entrepreneuriat vert, alors va beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, c'est l'utile et l'agréable en fait. La personne, c'est un entrepreneur comme tous les entrepreneurs, mais c'est un entrepreneur qui est éco-entrepreneur. En fait, il fait des actions et ces actions, alors non seulement il les fait, c'est utile pour tout le monde, mais aussi il va se faire payer. En réalité, c'est une forme de croissance qui promeut à la fois des objectifs de croissance économique, mais défend également l'intégration des aspects sociaux et environnementaux, mais aussi pour répondre à des défis qui sont vraiment majeurs. Bon, contrairement maintenant au modèle traditionnel de l'économie, bon, cette forme de croissance verte est un processus d'amélioration qui améliore la qualité justement de la croissance. Par exemple, on ne peut pas continuer simplement avec cette forme brune, exploitation, alors économie, exploitation, économie, finalement, les ressources vont s'épuiser. Par contre, avec la forme d'exploitation verte, carrément, c'est un recyclage. Par exemple, aujourd'hui, il arrive que, par exemple, dans un dépotoir d'ordures, comme tantôt avec le schéma dont j'étais en train d'expliquer, dans un dépotoir d'ordures, mais il y a tout. Il y a tout, en fait. Il y a à la fois dans les ordures, il y a ce qui se décompose, ce qui peut se recycler, bon, il y a tout. Admettons que les jeunes, par exemple, puissent se dire, bon, voilà, nous nous attaquons, par exemple, à cet tas d'ordures qui, humainement, n'est pas joli à voir et puis c'est quelque chose que les gens ne voient pas, en décomposant et ils émettent du gaz à effet de serre et que nous allons tous en tout cas payer. Donc si ces jeunes règlent ce problème, non seulement ils vont régler un problème social parce que ce n'est pas joli à voir,
mais indirectement, quelque chose qu'ils vont faire et qui va certainement impacter jusqu'aux États-Unis, c'est qu'ils vont séquestrer ou bien justement, en tout cas, éviter qu'il y ait plus de gaz à effet de serre, déjà d'une part. Bon, maintenant, dès lors qu'ils décident de se régler ce problème, tout ce qui est recyclable est recyclé et vendu, c'est de l'argent. Tout ce qui est maintenant alors décomposable est utilisé dans un dispositif de compostage. Maintenant, le terrain sur place, certainement, les communes veulent octroyer parce qu'à la base, la commune ne perd absolument rien. Parce que simplement, c'était un espace qui était à la base destiné à déposer de l'ordure. Donc, voilà. Donc, si les jeunes là définissent cet environnement, logiquement, cet environnement devrait être maintenant utilisé en éco-gestion, justement. Maintenant, dans cet environnement, peut-être bien qu'ils vont faire, parce que j'aime bien, si on devait en tout cas utiliser les espaces, ben, je n'ai absolument rien contre les espèces floraux, mais désormais, avec l'enjeu que nous avons qui est alimentaire, ben, si on devrait utiliser ces systèmes, il faut que la personne quand même qui arrose puisse bénéficier quand même de quelque chose. Qu'il arrose quelque chose qui est bien parce que c'est une végétation, mais qu'il arrive également à le vendre. Et le plus souvent, le Covid, quand il est venu, il nous a parlé, parce qu'il nous a parlé du système immunitaire. Et on s'est rendu compte que le système immunitaire est amélioré par l'alimentation et avec beaucoup d'espèces que nous avons localisées qui sont là et avec qui nous vivons tous. Donc, je pense qu'on pourrait déjà articuler cela avec l'alimentation, une forme de production qui soit vraiment sensible à la nutrition, que les jeunes vont s'occuper. Bon, maintenant, dès lors qu'il y a cet aspect de récupération de cet espace, gestion de cet espace d'une manière durable, mais également quand l'économie y entre, ça devient maintenant quelque chose d'intéressant. Et du coup, dès lors qu'un groupe décide de faire cela, ben, certainement les autres vont dire que non, ben, on attend, mais ils vont se rendre compte que ça va marcher. Parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'il y a pas mal de communication et de plaidoyer social qui sont en train de se faire sur la façon de manger et sur la façon également de s'alimenter qui n'est plus du tout viande. Parce que simplement, pour beaucoup de gens, manger, c'est manger de la viande. Mais en réalité, manger, c'est réellement donner à son corps des aliments qui lui sont vraiment spécifiques et qui vont intervenir sur son bien-être. Et je pense que les jeunes pourront aller dans ce sens. Comme j'ai dit, réussir l'entrepreneuriat, c'est innover. Et pour innover, il faut utiliser une technologie appropriée, c'est-à-dire des choses qu'il va falloir que je crée, que je sois créatif. Vous voyez un peu. Donc, voilà, je pense qu'il est réalisable. Mais il va falloir quand même que les jeunes se retroussent un peu leur manche et puis ils utilisent également un peu plus leur capacité parce qu'ils en ont. Parce que si vous voyez bien tout ce qu'ils font pour chercher à réussir, donc ils ont la capacité de réussir. Mais il va falloir maintenant qu'ils l'utilisent avec beaucoup plus d'éthique. C'est-à-dire utiliser cette capacité sur justement qu'est-ce que je peux faire pour aujourd'hui les opportunités qu'il y a ici parce que tout le monde en parle. Le problème du changement climatique est là. Alors, je vais essayer d'intervenir dans ce sens, mais alors pour chercher à gagner non seulement de l'argent, mais à être utile. Donc, forcément, je vais avoir des répondants. Parce que quelqu'un qui est là, qui ne cherche que simplement que ce problème soit résolu, peut-être bien c'est la mairie. Un autre qui est là, qui est également une structure qui œuvre sur justement le problème du changement climatique. Mais si moi, je viens pour proposer une solution à la fois qui est communale, mais à la fois qui est environnementale, mais il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Bon, à mon avis, quoi. Merci Malik pour cette réponse vraiment très détaillée. Alors, Nicolas, aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur vert. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une activité entrepreneuriale axée sur l'environnement? Donc, pour cela, ça sera vraiment un grand plaisir parce que désormais, là où nous parlons d'entrepreneuriat vert, donc on fait allusion à l'économie verte, au développement durable. Or, cet entrepreneuriat vert doit respecter les 3 grands piliers du développement durable. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise doit développer des solutions commerciales économiquement viables, socialement utiles pour répondre aux défis environnementaux. Donc, tout le monde doit être sensible aux phénomènes environnementaux. Donc, ça se répercute un peu partout. On voit partout des inondations. Donc, partout, il y a les effets de la chaleur, la forte chaleur, etc. Donc, tout le monde doit être sensible. Tout le monde est sensible par rapport à cela. Donc, pour cela, si je dois donner un conseil, donc, je lui dirais d'aller au bout de cette idée de projet
donc d'aller voir des personnes ressources pour pouvoir concrétiser à bien ce projet, donc d'aller vers des incubateurs pour pouvoir être formés sur tout ce qui est business model, essayer de voir ou bien faire une étude de marché, voir selon la faisabilité, donc l'étude de faisabilité, donc parce que nous, notre projet, donc avant de le mettre en place, on a à faire une étude de marché pour pouvoir voir si le produit sera accepté ou pas. On a fait des questionnaires relatifs au degré de sensibilité des populations rurales et urbaines par rapport à l'environnement. Donc, on leur a donné, on faisait des brainstorming donc pour leur montrer les effets de la déforestation sur les cultures, sur les cultures, parce que si par exemple il y a la déforestation, nous constatons que les arbres donc, jouent un rôle essentiel dans la fertilité des sols. Donc si nous leur montrons l'importance de l'arbre, ils auront donc des idées claires, donc ils auront maintenant une pensée verte donc, par rapport à l'éco-gestion, donc par rapport à l'agriculture biologique. Donc tout ça, nous faisons ces études de marché donc, pour leur montrer la voie à suivre. Donc il est désormais temps de changer. Donc la voie à suivre, c'est l'action climatique. Donc il est temps de mettre en place des actions concrètes pour pouvoir lutter contre les effets du changement climatique. Donc c'était juste ça. Donc il faut que ces jeunes aillent voir des personnes ressources donc, pour qu'ils puissent leur conseiller par rapport à leur projet. Donc comme je le disais tantôt, donc mettre en place des laboratoires pour pouvoir concrétiser les idées de projet. Si c'est des technologies, donc essayer de mettre en place donc, des chercheurs ou bien des mentors qui vont leur accompagner. Donc, par rapport à l'agriculture biologique, par rapport à la digitalisation, à la gestion des ressources en eau, donc à l'éco-construction, donc tout ce qui est relatif aux énergies renouvelables, à la gestion des ressources naturelles telles que la reforestation, etc. Donc, désormais, chacun en soi doit avoir cette pensée, donc cet engagement en choix, parce qu'on dit que l'entrepreneuriat vert, c'est un engagement, c'est un choix d'engagement dans une économie verte. Donc, nous devons utiliser à travers l'environnement, donc, doit favoriser la croissance économique, donc, pour assurer le bien-être humain et ainsi que la préservation des ressources naturelles. Donc, c'était ça. Merci Nicolas pour cette intervention. Alors, je rappelle que si vous avez des questions, interrogations ou contributions que vous voulez apporter à ce débat, n'hésitez pas à lever la main ou à inscrire votre question au niveau de la barre de conversation. Alors, Malik, comment rendre l'entrepreneuriat vert rentable et surtout, comment intégrer l'entrepreneuriat vert dans le schéma économique national et global? Oui, très bonne question, parce que Nicolas l'a dit tantôt, l'éthique. En fait, il va falloir que, déjà, nous l'avons tous vu, le problème environnemental est là. Mais l'éthique est là, mais l'éthique maintenant, c'est qu'on ne peut pas être un entrepreneur normal et dire qu'on va faire de l'entrepreneuriat vert. C'est-à-dire, ce n'est pas compatible. Dès lors qu'on s'engage, comme Nicolas l'a tantôt dit, c'est un engagement. C'est un engagement du citoyen, l'engagement du groupe. Pour dire que je suis il ne faut pas que, par exemple, que vous dites que vous engagez pour faire de l'économie. Déjà, il faut régler ce problème d'éthique déjà d'une part, n'est-ce pas? Allez dire que, bon, voilà, je me constitue, par exemple, en structure, ben, si je suis individuel, ou bien on se constitue en comment dire, GIE ou association, je ne sais pas quoi, mais l'éthique là doit être réglée depuis le début. C'est dire que c'est un engagement que j'ai et cet engagement, c'est voilà, je vais m'orienter vers ça. Parce que au-delà de tout, l'entrepreneuriat vert va au-delà de l'aspect technologique. Non, c'est plus loin que ça, parce que c'est vraiment un problème pour stimuler l'innovation vers au niveau sociétal. Il faut que la personne qui s'engage à cela se dise que oui, c'est une opportunité, mais cette opportunité, il ne faut pas que je perde l'aspect éthique, parce que dès lors que je perds cet aspect éthique, je ne suis plus en train de faire simplement de l'économie verte, je ne suis plus en train d'exercer l'entrepreneuriat vert, mais je suis en train juste de m'enrichir. Et là, ça cause
problème. Déjà, c'est ça un peu l'éthique déjà réglée, comme l'a dit tantôt Nicolas, mais également essayer de faire le reporting, c'est-à-dire chercher de faire répertorier l'ensemble des actions qu'on peut mener. Dire, par exemple, en termes, par exemple, de services, quels sont les services que je peux fournir? En termes également de produits, quels sont les produits que je peux produire, que je peux te donner? En termes de technologie, quelles sont également les technologies que je peux donner? Par exemple, sur quelque chose dont je suis très à l'aise pour discuter, parce que je suis du programme national biogaz domestique. Alors, on nous a fait comprendre par beaucoup d'expériences que la bouse de vache dégage beaucoup de méthane en se décomposant. Et voilà que on voit que partout, on voit de la bouse de vache qui est là et qui traîne un peu partout. Et pourtant, c'est du méthane qu'on peut facilement brûler, mais également en contrepartie, quand le méthane est brûlé, l'extrait qui sort, c'est de l'engrais extrêmement puissant qui peut servir également à nourrir le sol. Et ce sol, une fois nourri, permet d'avoir une production vraiment hors norme, déjà, mais aussi de qualité. Mais le problème, c'est que on voit que la technologie, sinon avec quelques personnes éparpillées, des personnes que je connais bien qui sont déjà dans le domaine, ben, ce n'est pas encore domestiqué. C'est-à-dire on ne la sent pas encore très bien dans nos localités. Et pourtant, c'est réalisable. Imaginez, dans chaque maison, il y a quelle quantité comment dire, de matériaux, de déchets de cuisine. Je n'aime pas déchets parce que, ben, avec ce concept, il y a plus de déchets, tout se recycle. Il y a combien de dérivés, en tout cas de la cuisine, qu'on jette? Quand on le jette, mais dès lors que ça se décompose, ben, c'est du gaz. Mais ce gaz, je ne connais pas trop, mais en tout cas, c'est du gaz censé être du gaz à effet de serre. Imaginez maintenant qu'un groupe dise que, bon, voilà, nous nous intéressons, par exemple, à l'énergie renouvelable, notamment le biogaz. Nous allons, par exemple, nous lancer sur les biogaz domestiques, non seulement en ville, mais nous allons également nous lancer sur les biogaz domestiques, également sur le milieu de campagne, et nous avons suffisamment de matériaux pour le faire. Mais parallèlement, non seulement on a du gaz, mais peut-être que cette structure, ou bien cette maison, ne va pas utiliser l'effluent. Je pourrais venir, par exemple, avec un contrat sur 50, 130 maisons, dire que je vais finalement acheter l'effluent, et l'effluent que j'achète avec les fournisseurs, je vais aller plus tard peut-être pour le proposer à d'autres en leur montrant exactement l'efficacité de ce produit sur la végétation. Voilà un peu. Donc, toujours, je reviens pour dire qu'il y a l'innovation qui entre en jeu, mais il y a l'esprit éthique qui entre en jeu, mais aussi, il y a surtout l'esprit de créativité qui entre en jeu. Donc, voilà, en fait, il faut déjà qu'on règle toutes ces choses, tout en sachant que le marché est là, mais il va falloir que toutes ces choses-là puissent être réglées pour que le problème soit résolu. D'où, justement... Allô? Allô, oui, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Donc, merci Malik. Est-ce que vous pouvez revenir sur le programme national du biogaz et ses objectifs? Ben, voilà, le programme national biogaz est une structure qui est mise en place par l'État et qui cherche justement à mettre en place le dispositif des biodigesteurs pour le moment en milieu rural. Donc, c'est des biodigesteurs fixes qui sont mis en place et c'est plus de la bouse de vache qui l'alimente. Donc, à partir maintenant de cette bouse de vache, alors, on arrive à sortir du gaz méthane. Et ce méthane, maintenant, sert à la fois comme énergie de cuisson, mais aussi énergie d'éclairage dans un environnement où réellement, ce n'était pas évident. Mais aussi, le produit qui sort aujourd'hui est un produit qui est l'extrait, qui est l'engrais. L'engrais là qui sort, qui est l'effluent, peut être composté et utilisé sous forme de compost solide, ou bien utilisé sous forme d'engrais liquide. Alors là, maintenant, le programme est en train de faire quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a mis en place un dispositif où l'engrais maintenant est mis en valeur parce qu'il joue maintenant un rôle d'intermédiaire avec un groupe des structures qu'on appelle des exploitants qui viennent pour acheter l'engrais justement auprès des populations, des producteurs, et le reprend pour le rendre maintenant disponible dans le marché. Et l'idée maintenant, c'est que cet engrais doit un peu, bon, je dirais bien, pas remplacer, mais un peu s'ajouter à tous ces dispositifs qui sont là, dont l'objectif est simplement d'améliorer la qualité de vie
par justement une production de bonne qualité, mais aussi rendre les sols plus en bonne santé. Merci Malik. Alors, je rappelle que nous sommes au niveau du panel 5 où nous parlons de l'entrepreneuriat vert comme moteur de solution, notamment face au changement climatique. Si vous avez des questions et des interrogations ou des contributions, vous pouvez lever la main ou écrire votre question au niveau de la barre de conversation de ce groupe Zoom. Donc, je vois 2 mains levées. Monsieur Cherguey, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Merci. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Sergei. Je suis étudiant en L2 à l'ISFAR de Bambey, en eaux et forêts. Donc, le panel a été... Vous êtes autant pour moi, c'est intéressant. Donc, ma question était... l'économie verte est une activité qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Je voulais savoir comment réduire de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. C'est ça ma question, quoi. Merci. Nicolas, si vous le souhaitez, vous pouvez répondre. Merci Sergei. Merci d'avoir rejoint ce panel. Donc, comme je vous dis, Sergei, je suis à l'école, à l'ISFAR de Bambey. Il fait également eaux et forêts. Donc, par rapport à sa question, donc, comme elle a dit, donc, quelle est la solution donc, par rapport aux problèmes environnementaux et tout ça. Donc, l'entrepreneuriat vert est là. Bonjour, je vous inviterai à couper vos micros pour ceux qui viennent d'entrer dans la conversation. Le problème en est que les jeunes peut-être ne maîtrisent pas assez de l'économie verte, c'est-à-dire les 6 composantes donc, qui constituent les énergies renouvelables. Donc, quand je parle d'énergie renouvelable, c'est ce qui peut être lié à la résilience donc, face à l'énergie. Donc, comme nous le faisons avec le charbon bio, donc c'est juste pour lutter contre la déforestation. Il y a d'autres projets, par exemple, les bâtiments verts, donc c'est-à-dire créer des hangars écologiques, donc des bâtiments éco-responsables. Donc, tout ce alternative environnementaux, donc l'éco-construction, donc ce qui est des moyens de transport. Donc là, on peut parler par exemple on peut utiliser moins les voitures, donc c'est les voitures donc, qui émettent assez trop de gaz à effet de serre. Donc pourquoi pas ne pas utiliser des tricycles, des vélos pour se déplacer en ville. Donc tout ça, ce sont des solutions pour répondre aux enjeux climatiques. Donc pour la gestion des ressources en eau, comme je vous l'avais dit tantôt, donc il y a sur le plan technologique, il y a des startups qui développent des idées de projets, donc c'est-à-dire là dans la gestion de l'eau. Donc par exemple, lors de l'arrosage, il y a trop d'eau qui est gaspillée. Donc en évaluant votre bilan hydrique, vous pouvez vous rendre compte que vous avez perdu d'eau et c'est de l'argent, comme le disait notre prof d'agroécologie. Donc c'est de l'argent que vous perdez même avec 1 millilitre d'eau. Donc, il y a des startups qui ont mis en place des technologies, c'est-à-dire des applications de commande à distance. Vous pouvez rester chez vous. Donc, le producteur qui a un champ qui se trouve à 20 km de chez lui, il n'a pas le temps d'aller voir tout le temps arroser. Bon, avec cette technologie, vous pouvez rester chez vous. Et la technologie peut vous faire savoir donc, le déficit en eau, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui devrait être arrosé, donc quelle est la partie qui a besoin de fertilité, etc. Et aussi par rapport à la gestion des déchets, donc M. Malik Sow l'avait dit tantôt, donc si vous voyez par exemple, comme dans nos quartiers, il y a des zones où on jette là-bas des déchets plastiques. Donc d'après vous, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ces déchets plastiques? Vous pouvez faire de la récupération, du tri, et faire du recyclage. Donc, cela pourrait être encore vendu pour les populations qui avaient l'habitude de jeter ça là-bas. Il y a aussi l'agriculture biologique qui est une alternative face à l'agriculture conventionnelle. Donc, il y a la permaculture, il y a toutes sortes de l'agriculture, il y a le compostage. Donc, toutes ces alternatives peuvent venir au secours. Donc, parce que nous avons constaté que les produits chimiques donc, stérilise à peu près plus
beaucoup de millions de terres ici au Sénégal et partout ailleurs. Donc, il est temps d'agir sur l'agriculture, de faire des gestes éco-responsables donc, pour lutter contre les enjeux climatiques. Donc, pour la gestion des ressources naturelles, donc, Cheikh Gaye par rapport à cela, donc, bel et bien qu'avec la reforestation, c'est-à-dire le service des eaux et forêts a mis en place ce projet innovant, donc qui consiste à reforester les espaces qui sont déboisés, soit par les feux de brousse, soit par l'action anthropique. Donc, il était nécessaire de mettre en place un projet qui pourrait redonner la verdure, c'est-à-dire la vraie valeur que les forêts regorgeaient. Et ici au Sénégal, de nombreuses forêts disparaissent et voici ces solutions qui devraient être une alternative. Il y a aussi la régénération naturelle assistée. Donc, comme je vous le disais tantôt, comme à Bambey, donc nous avons ce qu'on appelle une espèce qu'on appelle le Federvia albida. Donc, c'est une espèce qui participe à la fertilité des sols, donc booste le rendement des cultures, donc entraîne la mycorhize des sols. Donc, ces espèces, si elles ne sont pas protégées, donc c'est un peuplement qui vieillit, donc un peuplement donc c'est un peuplement qui est en train de vieillir. Donc ce peuplement a besoin de jeunes pousses ou bien de futurs relèves. Donc pour cela, il faudra protéger les graines qui tombent, qui sont mangées pour la plupart du temps par les animaux à divulgation. L'objectif, c'est de proposer une technologie qui pourrait protéger ces jeunes pousses en phase de croissance. Donc, en faisant des clôtures au niveau de chaque champ, c'est-à-dire mettre en place une espèce inappétée par les animaux en divulgation, qu'on appelle l'Euphorbia balsamifera. Donc, cette espèce pourra être une alternative face à cette divulgation des animaux, pourra entraîner une croissance de ce peuplement. Donc, et si le peuplement continue de croître, donc les paysans pourront davantage profiter de ces arbres. Donc, parce que ces arbres, comme je vous le disais, participent à la fertilité des sols, sur le rendement des cultures, donc assurent la sécurité alimentaire en milieu rural. Donc, voilà en quelque sorte ce que je voulais dire par rapport à la question de Cheikh Gaye. Merci beaucoup. Merci Nicolas pour cette réponse très complète. Donc, on va passer aux autres questions. Roland, si vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question. Merci. Merci Nicolas. Je voulais juste ajouter que je suis satisfait. Donc, c'est tellement pertinent. Merci beaucoup. Merci, cher. D'accord, merci beaucoup. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Bonjour à tous. Bon, je remercie les organisateurs de ce panel et aussi je remercie vraiment les panélistes qui ont été vraiment pertinents dans leurs propos. C'est vraiment une initiative à pérenniser des choses qui sont bénéfiques pour tout un chacun de nous. Donc, j'ai une petite contribution et une question. D'accord, très brièvement pour qu'on puisse prendre d'autres questions. Pour ce qui est du compost, bon, moi déjà, à entendre parler le monsieur qui venait d'intervenir, l'avant-dernier monsieur, il parlait de biocompost, il parlait de... Monsieur Malik Sow. Il parlait de compostière, si je ne me trompe, le biogaz, voilà. Le biogaz, voilà. Donc, les résidus de ce biogaz-là peuvent être utilisés, effectivement, pour permettre au sol de se régénérer, pour permettre au sol d'avoir une bonne capacité de rétention et tout. C'est des choses qu'on doit pérenniser. Mais je pense, à mon avis, je pense qu'à la base, il faut qu'on travaille sur la sensibilisation d'abord, parce que la population sénégalaise n'est pas conscientisée. Et j'entends tout à l'heure vous parler de reforestation. Mais si la population n'est pas informée sur l'importance de faire une reforestation, mais je me demande est-ce que cela va marcher? Parce que imaginons qu'on reboise et qu'il n'y ait pas de suivi. Parce que le suivi ne peut pas se faire seulement par les acteurs. Mais il y a d'autres acteurs qui sont derrière, à savoir la population qui doit participer. On parle de participation de la population, de gestion intégrée. Donc, on doit intégrer la population derrière. Si cette population n'est pas bien informée, donc je me dis que le suivi ne sera pas bon. Donc, il y a un énorme travail derrière qu'on devrait faire, que tout un chacun doit faire. Voilà. Donc, la balle est dans notre camp. Nous qui sommes ici et qui sommes bien informés des enjeux climatiques, donc, nous devons faire notre part.
Et ma question est la suivante. C'est par rapport au charbon, voilà, le charbon bio. Donc, je me pose cette question, c'est est-ce que après avoir fait ce charbon-là, maintenant, une fois que ce charbon sera brûlé, tout le carbone qu'il aura séquestré, est-ce qu'il ne sera pas libéré en ce moment? C'est mon souci, quoi, c'est ça. C'était ça. J'espère que vous m'avez bien compris. D'accord. Voilà. C'est une question pour Nicolas alors? Nicolas? Voilà, pour Nicolas. Donc, je précise, je suis étudiant en conduite et gestion d'une exploitation agricole au lycée technique de Thiès. Merci. Nicolas, vous avez entendu la question? Donc, vous parlez de l'empreinte carbone ou par rapport à la carbonisation, si ça va produire beaucoup de CO2 ou bien? Allô? Allô, oui. La question. Donc, allô. Vous voulez que je précise? D'accord. Vous avez parlé de carbone, le charbon bio. L'objectif de ce charbon, c'est de lutter contre le changement climatique dans le cadre global, non? Maintenant, ce charbon, la question que je me pose, c'est après l'avoir brûlé, parce qu'il faut le brûler. Maintenant, en brûlant ce charbon, certainement, il va libérer du CO2. Maintenant, ce CO2 va se disperser dans la nature. Donc, est-ce que sera dans ce cas fermé? C'est ça mon souci. Donc, vous m'avez compris ou bien? Je veux dire, quand on brûle le carbone, ce charbon-là, il va libérer du carbone dans ce cas. Maintenant, est-ce que vous avez, disons, une autre explication ou bien peut-être que je n'ai pas bien compris? Parce que je pense qu'il va libérer du carbone. Vous pouvez m'apporter quelques éclaircies par rapport à cela. Alors, François, je ne sais pas si tu as entendu sa question parce qu'il nous signifie qu'il est actuellement à Ziguinchor et qu'il pleut, donc avec un petit problème de réseau. Je ne sais pas s'il nous a entendu. François, si tu nous as entendu? D'accord. Je pense qu'il a actuellement un petit problème de réseau parce qu'il nous signifie dans la barre de conversation qu'il y a un problème de réseau. Donc, Roland, on va mettre en stand-by votre question juste un instant pour permettre à François de revenir. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. D'accord. Alors, on va passer juste à la question de Djibril. Djibril, si vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Voilà, donc bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord me féliciter de participer au webinaire, voilà, à ce panel et féliciter au passage les panélistes. Donc ma question elle est celle-ci. Donc au regard des opportunités, des avantages que procure l'économie verte et d'une façon spécifique l'entrepreneuriat vert, voilà. Parce que ces opportunités sont chantées un peu partout et même dans ce panel-là. Donc, j'aimerais savoir, spécifiquement ici au Sénégal, quelles sont les incitations que l'État du Sénégal a mis en place. Voilà, sur le plan institutionnel, est-ce qu'il y a des structures dédiées, des agences, etc. Sur le plan réglementaire, est-ce qu'il y a des facilitations qui sont faites, disons, pour les gens qui veulent s'investir dans l'entrepreneuriat vert? Voilà un peu ma question. Elle est un peu axée au Sénégal. Qu'est-ce qui est fait par le gouvernement? Merci, Djibril, pour votre question. Malik, si vous le souhaitez, vous pouvez… Oui, bien sûr. Bien. Bon, en fait, ce qu'il faut reconnaître, c'est que, comme vous le savez tantôt, c'est une nouvelle innovation. C'est en fait parce que comme il y a le changement climatique, les gens cherchent de plus en plus des solutions. Donc, c'est tout récent, à mon avis, et c'est un concept qui cherche à régler justement les problèmes environnementaux. Mais la nouvelle, c'est que d'une manière internationale, elle a été reconnue. Donc, ce qui veut dire que si vous avez un projet qui va… Donc, déjà, le plaidoyer que vous faites, l'État a déjà l'obligation, parce que l'État est aussi concerné que nous dans ce que nous faisons faire. En tout cas, il a l'obligation, en tout cas, de vous accompagner. Donc,
faites votre projet, mais tout en sachant que la nature aujourd'hui est un capital pour tous les pays africains, je vous assure. Et puis, je vous dis que l'entrepreneuriat vert permet aujourd'hui d'avoir des circuits courts de commercialisation et vraiment des modes de production plus intégrés. Alors, le travail de l'entrepreneuriat vert, effectivement, il valorise les savoir-faire et les produits locaux. Mais vraiment, l'impact, je vous assure, il est réel. Franchement, ce n'est pas de l'utopie, mais c'est vraiment du réel. Par exemple, aujourd'hui, admettons, vous sortez de ce cadre et vous dites que, bon, voilà, moi, je voudrais déjà me lancer dessus et que je vais, par exemple, avec le pied ou bien avec une voiture ou quoi que vous voulez, vous dire que vous allez faire peut-être relocaliser des points où réellement que Alors, on a eu une coupure certainement due au réseau avec Malik. Malik, vous m'entendez? Ici, vous, par exemple, accompagné par une collectivité, créer, par exemple, une structure. Malik, on vous a un peu perdu pendant un moment. Si vous pouvez revenir sur un peu ce que vous disiez. Ok, Marie, excusez-moi. Donc, je disais que aujourd'hui, la nature est un capital pour presque tous les pays africains. Et que l'entrepreneuriat aujourd'hui est un concept qui permet en tout cas d'avoir un circuit de commercialisation qui est de court, mais également dans des modes de production beaucoup plus intégrés. Donc, pour cela, il suffira simplement que la personne soit innovante, comme je le disais tantôt, et puis que la bonne nouvelle, comme j'ai dit, c'est que tout le monde aujourd'hui, que ce soit le Sénégal, là où nous parlons aujourd'hui, et partout ailleurs dans le monde, alors ils sont déjà au courant et ils savent que cette innovation, ce concept, permet de réguler pas mal de choses. Donc, l'argent est disponible et possible. Maintenant, il va falloir que vous soyez créatifs. C'est-à-dire, proposer un projet qui est clair et ce projet puisse être à la fois communal, que vous puissiez aller voir le maire, que vous lui proposez votre projet. Et après cela, maintenant, allez essayer de voir quelles sont les structures aujourd'hui, parce que ce n'est pas forcément l'État. Aujourd'hui, le développement durable, ce n'est pas forcément l'État. Le développement durable est géré par une bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, l'État en fait partie, mais vous aussi, vous en faites partie en tant que communauté. La commune en fait partie et presque nous tous, nous en faisons partie. Donc, c'est à nous tous, en tout cas, de faire l'effort, d'aller à qui de droit et défendre votre idée et pour dire que non, parce qu'on l'a dit tantôt, ce n'est pas de l'argent qu'on cherche, on cherche les deux en tant qu'entrepreneur vert. On cherche les deux, on cherche à agir pour l'environnement, mais également en contrepartie, pouvoir gagner quelque chose, également en créant également de l'emploi. Donc, pour dire que l'État, oui, c'est un des acteurs, mais il n'est pas le plus important, c'est vous le plus important. Je vous assure. Merci Malik pour cette réponse qui est vraiment très, très motivante. Donc, avant de terminer, on va essayer de répondre très brièvement à la question de Roland. Si François, tu es là et que tu peux répondre à la question de Roland très brièvement. Merci. Excusez-moi, c'était à cause de la pluie. Donc, pour le charbon bio, donc comme je vous le disais, c'est 100% écologique. Donc, lors de la production, c'est-à-dire la phase de la carbonisation, la combustion ou bien la pyrolyse, si vous voulez. Donc, nous utilisons des fils métalliques et ces fils métalliques sont conçus de façon à recevoir une quantité d'oxygène. Nous produisons, mais on dégage peu de fumée. Et ici, la fabrication des briquettes. Donc, ces briquettes, lors de l'allumage, donc, ils ne dégagent pas beaucoup de fumée. C'est très, très négligeable. Donc, c'est pour cela on disait que c'est un charbon plus, parce que si vous faites la comparaison avec le charbon de bois, donc, juste avec 2 briquettes ou 3 briquettes, vous pouvez faire une cuisson, alors que jusqu'à 1 heure de temps, alors que si c'est le charbon de bois, vous pouvez renouveler ça à chaque fois. Donc là, on parle de termes d'efficacité énergétique. Donc c'est un charbon bio qui n'émet pas, je ne dirais pas n'émet pas de fumée, mais a une quantité très, très négligeable de fumée. Donc c'est pour cela. Sinon, si c'était le cas, donc on n'aurait pas dit que ce charbon de bois donc, pourrait être une alternative pour lutter contre les enjeux climatiques, les gaz à effet de serre du moins. Donc ça dégage peu de fumée. Donc c'est pourquoi l'OMS disait que
que la fumée des charbons de bois tue à peu près 600 000 personnes par année. Donc, juste pour une question de santé publique, je vous conseille d'utiliser désormais le charbon biologique, un charbon 100% écologique qui n'émet pas de gaz à effet de serre, donc qui participe aux objectifs du développement durable, c'est-à-dire à l'économie verte, et aussi entraîne le développement ou bien contribue à l'action climatique pour une gestion beaucoup plus responsable, une gestion durable des ressources naturelles. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ça. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci François, merci Malik. Nous sommes à la fin de notre activité, donc un panel très, très intéressant sur l'entrepreneuriat vert, moteur de solution. Quel est votre mot de fin, très, très brièvement, Malik et François? Pouvons commencer par Malik. Marie, je vous remercie pour cette opportunité parce qu'en fait, en tant qu'acteur de développement durable, il est de notre responsabilité de partager tout ce que nous avons comme information en lien avec le développement durable. Donc, nous en remercions franchement grandement. Simplement, inciter à tous les jeunes, les femmes, d'aller vers l'information et de se formaliser pour justement agir pour le compte justement de l'économie verte, qui est une opportunité pour eux-mêmes, mais aussi l'utile et l'agréable parce qu'ils vont rendre service justement à notre environnement. Je vous remercie, Marie. Et je salue également tout le monde, y compris Nicolas, que je reconnais vraiment comme un bon expert parce que j'apprécie beaucoup son analyse et vraiment ses explications. Je vous remercie, Marie. Merci, Malik. Nicolas, un petit mot de fin. Ok, merci beaucoup, Marie, pour cette invitation. Et aussi, je remercie mon collègue de panel, M. qui vraiment apporté de belles contributions par rapport à ce qu'il fait. Vraiment d'avoir cela. Donc, j'incite aux jeunes de ne plus rester sur place, donc de ne pas se figer sur eux. Donc, il faut aller faire les recherches, donc aller demander vers les personnes ressources. Si vous avez des idées de projets, les incubateurs sont là, les formateurs, les mentors sont là. Donc, allez-y, faites des recherches. Donc, l'économie verte, donc, même si c'est un nouveau concept, donc, peut amener notre pays vers un développement durable de qualité. Donc, il est temps d'agir. Le temps de l'action, c'est maintenant. L'entrepreneuriat vert, l'économie verte, donc, ce sont les moteurs du développement de notre pays. Donc, le temps de l'action, c'est maintenant. Ensemble, nous pouvons lutter contre les effets du changement climatique. Donc, pour un développement économique, social et environnemental de qualité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Nicolas, c'est sur ces belles paroles. Le temps de l'action, c'est maintenant que nous terminons notre activité du panel 5. Je vous remercie de votre participation et de vos analyses. Je remercie tous les participants pour leur présence et leur contribution. On se donne rendez-vous sur d'autres activités pour le sommet SN Climate Summit 2020 et à très bientôt. Au revoir.